Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le grand live de la Route du Rhum destination Guadeloupe en direct du Palais du Grand Large devant la cité corsaire qui vit désormais au rythme des derniers préparatifs pour les 138 skippers qui prendront dimanche 6 novembre le départ de cette Route du Rhum destination Guadeloupe 2022 avec une fois encore un très joli spectacle dans les eaux Malouines ce matin avec la parade des classes Rhum Mono et Rhum Multi. Vous découvrez ici des images tournées par le drone de Frédéric Olivier. 30 bateaux en tout, 14 Rhum Mono et 16 Rhum Multi. L'occasion pour le public d'apercevoir des grands noms de la course au large comme Philippe Poupon, Roland Jourdain, Catherine Chabot ou encore Charlie Capel, pour ne citer que cela. Des marins professionnels et aguerris mêlés à des amateurs éclairés qui réalisent le rêve d'une vie. C'est l'ADN de la Route du Rhum destination Guadeloupe qui transparaissait ce matin dans cette parade, la toute dernière avant d'entrer dans la dernière semaine de préparation. Le compte à rebours est lancé, la pression monte doucement. C'est justement l'une des questions que nous allons pouvoir poser à nos trois invités du jour. Ils sont trois skippers, tous engagés en classe 40. Jean Galfionne. Il nous a fait vibrer en 1996 en allant chercher l'or à la perche aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Depuis 16 ans, il se forge un nom et une expérience en course au large et il s'élancera sur sa troisième Route du Rhum destination Guadeloupe à la barre de Serenis Consulting. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans les starting blocks. Saint-Malo, vous connaissez. C'est la troisième Route du Rhum. Vous avez repris vos petites marques, vos habitudes ici? Oui, bien sûr, j'ai mes repères. Ça y est, j'ai mes bonnes adresses, donc c'est facile. Avec nous également un bisu, Aurélien Ducrot, champion du monde de ski freeride. Il vous a probablement fait vibrer en descendant tout chousse l'extrême de Verbier. Et désormais, c'est sous voile qu'il glisse avec son fidèle partenaire Crosscall. Il sera au départ avec un bateau rapide et puissant. Bonjour Aurélien, pour vous, c'est une grande première. Oui, effectivement, je découvre moi Saint-Malo, j'ai pas encore mes marques. La pression monte doucement, le compte à rebours est lancé, ça y est? Ouais, effectivement, on est à J-8 du départ, donc on commence doucement à avoir un petit peu de visibilité sur la météo, sur tout ça. Donc oui, ça monte forcément, on n'est pas là. C'est pas complètement anodin quand même, la Route du Rhum, je suis en train de réaliser. Autre bisu, pour qui c'est une découverte aussi, même si elle connaît bien l'univers de la course au large elle aussi. C'est l'une des 7 femmes engagées dans cette édition 2022 à la barre de la boulangère bio. Amélie Grassi, qui a plaqué une carrière toute tracée de juriste pour se lancer dans l'aventure du large, dans le sillage de son père. Bonjour Amélie. Bonjour. Votre papa a fait cette Route du Rhum en 2010. C'est une course qui a marqué votre jeunesse. J'imagine symboliquement, ça vous fait quoi d'être ici ? Symboliquement, c'est assez fort. J'ai pas tout à fait mes marques parce que j'étais un peu jeune, donc là je redécouvre la ville. Mais oui, c'est super de marcher dans les traces de mes parents ici à Saint-Malo. Alors, on va commencer avec vous, Jean, le récidiviste. Voilà, c'est la troisième Route du Rhum. Votre toute première en 2014, vous aviez eu des résultats très prometteurs, j'ai envie de dire, 18e pour cette expérience. On va revoir d'ailleurs des images où vous arrivez en Guadeloupe. Ça, c'était, j'imagine, un super souvenir. Après, ça a été un peu plus dur en 2018. Là, il y avait eu un enchaînement de dépression, des avaries en cascade, et vous aviez fait le choix prudent de vous arrêter à Brest et finalement d'abandonner la mort dans l'âme. Vous dites avoir mis plus de 2 mois à vous en remettre, il y a eu une petite dépression derrière. Il y a une revanche à prendre sur cette Route du Rhum? Alors, je pense pas qu'on fait du haut niveau, enfin du sport du niveau, si bien que je sois au niveau, la motivation principale puisse être la revanche. On fait ça par passion, par amour de la mer, du sport, du bateau, etc. Donc du coup, non, je suis pas là du tout par revanche, je veux juste bien faire les choses. Et en effet, si je peux effacer cette petite déception qui fait partie du sport du haut niveau, d'avoir la déception de 2018, ça sera très bien, mais j'y pense absolument pas. Non, c'est pas par revanche. Alors justement, vous êtes de retour à la barre d'un bateau compétitif. J'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a permis de vous relever de cet échec? Est-ce que vos années d'olympisme, où justement on se prépare pendant des mois et parfois on n'a pas les résultats escomptés, vous ont permis de mieux rebondir et d'être là où vous êtes aujourd'hui? Bien sûr, ça aide probablement d'avoir une première vie avant de haut niveau où il y a forcément aussi des échecs, des moments difficiles. Néanmoins, quand on se regarde en face, et de pas se mentir et pas se cacher derrière des excuses ou des responsabilités ou des explications qui peuvent exister ailleurs. Mais il faut aussi, avant tout, première chose, c'est se remettre en cause soi. Et puis ça, c'est peut-être ce qui m'a appris ma première vie. Donc, j'ai refait un bilan de compétences. Je suis retourné faire du dériveur, ce que j'avais jamais fait, puis du Diam 24, puis du Figaro, donc pour essayer de m'améliorer. Peut-être qu'il me manquait des choses. Et puis, je suis au départ
De cette édition, sans vraiment savoir si j'ai tout encore pour être capable d'être d'être au top. Donc c'est comme ça, je pense, c'est le même de la course au large, c'est d'avoir une grosse incertitude. Et avec toujours cette humilité dont vous avez toujours fait preuve depuis que vous êtes arrivé dans le milieu de la course au large. Aurélien, vous abordez cette route du Rhum en bisu, mais vous nourrissez quand même de belles ambitions. Vous êtes à la barre d'un plan lombard ultra compétitif, à l'image d'ailleurs de Johan Richomme ou Corentin Douguet qui sont annoncés comme favoris. Vous vous présentez aussi comme champion du monde de classe 40. Belle étiquette de favori que vous assumez. Dites-nous clairement quelles sont vos intentions sur cette route du Rhum. Non, étiquette de favori, pas du tout. Mais non, effectivement, on a construit le projet autour de la performance. Je pense que je ne sais pas faire autrement. J'ai toujours construit tous mes projets, que ce soit dans le ski avant ou ça, avec, entre guillemets, toutes les armes possibles. Je suis hyper fier aujourd'hui de pouvoir naviguer aux côtés de marins aussi forts, aussi prestigieux que Johan ou Corentin, qui d'ailleurs ont le même bateau que moi. Donc, c'est des superbes lièvres pour moi. En revanche, je suis aussi conscient de l'expérience en moins que j'ai par rapport à eux. Mais oui, j'y vais avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'humilité aussi, parce que ça reste un dossier que je vais découvrir, la route du Rhum et cette transatlantique en solo. Donc voilà, non, je rêve de faire une belle course. Je sais que si j'arrive à naviguer propre, j'ai vraiment un bateau fabuleux. Crosscall est juste dingue et il est prêt. Donc j'ai aucune excuse, quoi. Donc maintenant on va voir si, comme Jean, il me manque encore des trucs ou pas, quoi. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce projet. Je sais d'où je viens, hein. Je sais que je suis pas né à la mer. Ça fait 10 ans que je fais du bateau. On va y revenir. Vous êtes originaire de Chamonix. Forcément, voilà, c'est pas tout pareil. En revanche, voilà, je ne voulais pas avoir d'excuses. Je n'en ai pas aujourd'hui, et ça sera à moi d'être bon. Done. Un petit mot quand même de ce bateau qui est très spatulé. Ça rappelle ce qu'on appelle le rocker, pour reprendre le jargon de la montagne. La mer et la montagne, ce sont deux univers qui finalement sont très liés. Vous avez d'ailleurs remporté votre titre de champion du monde de ski freeride en même temps que vous disputiez votre première mini transat. Ce sont deux milieux qui se nourrissent mutuellement. Oui, c'est deux milieux qui se nourrissent, c'est deux milieux, c'est deux très grands milieux où on est des toutes petites personnes dessus. Face aux éléments. Exactement. Et donc au final, la manière d'appréhender l'élément, que ce soit la montagne, que ce soit la mer, se ressemble beaucoup. Quand j'ai découvert le Mini 650, je suis vraiment parti dans une espèce d'aventure et en fait j'ai découvert pendant mes premiers jours de course, au final à quel point c'était lié et à quel point mon expérience de la montagne m'avait aidé, en tout cas m'aidait à ce moment-là pour appréhender la mer. Je me tourne vers vous, Amélie. Vous êtes l'une des deux seules femmes engagées dans cette catégorie des classes 40 avec Morgane Musso-Poupon. On rappelle, vous êtes 7 en tout sur cette édition 2022. Alors, vous avez opté, vous, pour un plan David Raison. Un bateau qui, il y a un an encore, vous semblait très gros, très impressionnant. Vous l'avez éprouvé avec Marie Rioux sur la Transat Jacques Vabre. Il vous paraît plus facile aujourd'hui? Vous avez l'impression d'en avoir tiré les clés, de savoir aller chercher toute la quintessence de cette machine? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, à la mise à l'eau du bateau en septembre, l'idée c'était tout simplement de le découvrir avec Marie Rioux sur la Transat Jacques Vabre. En revanche, pour cette année, on nourrissait avec la Boulangère Bio beaucoup plus d'ambition sportive. Donc, histoire de lever toute appréhension sur la maniabilité du bateau, on a commencé dès cet hiver par un gros bloc d'entraînement organisé au Portugal qui m'a permis de faire beaucoup de solitaire avant même que la saison ne commence. Et ça, c'est vraiment une phase qui m'a beaucoup apporté dans l'année, parce que donc j'ai l'impression d'être sur le bateau comme à la maison. Donc ça me laisse après tout l'espace pour m'exprimer sportivement. Et justement, vous parlez d'objectifs sportifs. Quels sont-ils précisément? Qu'est-ce qui serait pour vous, en tout cas, une route du Rhum réussie? Précisément, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est une grande première. C'est la première fois que je vais me retrouver à traverser l'Atlantique en solitaire sans contrainte de parcours entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Donc là, il y a en choix de route, en stratégie et en vie sur la course, beaucoup de nouveautés. Rien à voir avec la mini transat, traverser Voilà. l'Atlantique, mais il y a quand même une étape entre deux. Exactement, ou la Transat Jacques Vabre avec une contrainte de parcours au Cap-Vert. Donc voilà, cette route sud, je la connais de mes précédentes transats, mais une route aussi ouverte, un terrain de jeu aussi large que celui de la route du Rhum, c'est tout nouveau. Donc pour moi, une course réussie, ce sera surtout de réussir à faire ma propre trace, à pas trop me laisser influencer par mes adversaires. J'aimerais vraiment en profiter pour mettre en application tout ce que j'ai appris cette année et j'espère décrocher une belle place au classement général, parce qu'on a vu sur les courses d'avant-saison que c'était possible.
Alors, je vais revenir avec vous, Aurélien et Jean, sur votre ancienne carrière. Vous avez décidé de tout plaquer pour arriver dans cet univers de la course au large qui ne vous était pas forcément familier. Vous le disiez tout à l'heure, Aurélien, vous êtes originaire de Chamonix. Vous avez d'abord brillé en saut à ski. Vous aviez d'ailleurs aussi été sélectionné pour les JO de Salt Lake City avant qu'une blessure au genou vous fasse finalement basculer dans l'univers du freeride, où là aussi, vous avez complètement dominé votre discipline. Pour autant, rien ne vous prédestinait. On voit ces images-là de vous en ski. Ça, c'était votre univers. Vous avez grandi dans ces montagnes. Rien ne vous prédestinait à devenir marin. Tout est parti d'un baptême avec Adrien Hardy. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet univers de la voile ? Effectivement, tout est parti d'une rencontre avec Adrien, un marin exceptionnel, Géo trouve tout, bricoleur exceptionnel. Et en fait, quand j'ai rencontré Adrien, il m'a tout simplement passionné pour son sport, passionné par son univers. J'ai suivi sa mini transat où il a vécu une histoire complètement improbable, à démater son bateau, à remater son bateau. Et c'est tout simplement son histoire qui m'a attiré vers le large. Et voilà, et lui qui m'a motivé derrière et qui m'a dit, un peu comme on en parlait tout à l'heure avec Jean, mais un petit peu comme Jean, mais oui, vas-y, si ça te plaît, tente le coup, tu verras, c'est une bonne idée. Et il y avait cette sensation de glisse aussi, ça vous a surpris, vous ne vous attendiez pas à retrouver cette sensation de glisse qu'on a finalement en ski? Ouais, effectivement, quand il m'emmenait naviguer pour la première fois, c'était vraiment le truc. Tu sais, quand il passe la barre au portant pour la première fois que tu as vu, que tu n'as jamais fait de bateau, qui dit vas-y, surfe la vague, et que tu pars au surf et que tu sens le truc, là d'un coup tu découvres à quel point la voile est un sport de glisse. Et forcément, je pense que ça a eu une petite accroche chez moi. Alors Jean, vous nous avez fait rêver, je le disais, avec l'or au saut à la perche à Atlanta. Vous aviez été également champion du monde en salle. À cette époque, vous étiez très loin de l'univers du large. Je crois que vous aviez assisté à quelques arrivées en Guadeloupe lorsque vous étiez en entraînement avec l'équipe de France d'athlétisme. Tout est parti d'une expérience sur la Coupe de l'Amérique. Et alors, à l'époque, on cherchait ce qu'on appelle des grinders, c'est-à-dire des gros bras pour tourner les manivelles. C'est pas franchement fun. Et pourtant, vous avez accroché. Quel a été le déclic? Pourquoi? Mais moi, j'adore. J'étais bercé par les histoires de marins, de skippers, d'aventuriers des mers, et comme beaucoup, mais c'était mon univers. Et du coup, en effet, j'allais voir les bateaux de la route du Rhum arriver à Pointe-à-Pitre quand j'étais en stage là-bas, et je trouve ça dingue. Il y avait le bateau de Laurent Brognon, il y avait Prima Gaz, voilà. Donc ensuite, quand j'avais des copains, eux-mêmes faisaient de la régate, ils m'ont senti un petit peu en difficulté sur ma fin de carrière, j'avais pas mal de blessures, ils m'ont dit bon allez, viens naviguer avec nous, ça va te faire du bien. Ils m'ont mis forcément sur les postes où il fallait tirer sur les bouts de fort ou les manivelles, et j'étais happé rapidement par le monde de la Coupe de l'Amérique parce qu'ils étaient aussi intéressés que je vienne me faire la préparation physique le matin, et après j'en ai fait, je tournais les manivelles sur les colonnes de winch. Allez chercher là vos qualités d'athlète de haut niveau. Non, mais je tournais les manivelles, je ne savais pas ce que je faisais au départ. C'était quand même un univers le nez dans le guidon trop extrême d'un coup pour comprendre ce qui se passait. Mais j'ai vite appris sur ce poste, et puis j'ai eu envie d'aller faire du large. Mais j'avais envie de faire du large. Je vais raconter une anecdote. J'avais rencontré Laurent Bourgnon sur un rassemblement de sportifs qui était le trophée Volvic, et puis le soir je discutais avec Laurent et je lui dis écoute, moi des cours j'en ai toute la journée, je fais 8 heures par jour avec un entraîneur, du coaching et tout, j'ai envie de naviguer mais j'ai pas envie de faire des écoles de voile, j'y connais rien mais j'ai envie et il m'avait dit mais c'est simple, tu prends un bateau, tu loues, tu pars et c'est tout quoi, et tu vas galérer et tu vas y arriver. tu apprendras comme ça, et j'ai fait ça et il a eu raison, j'ai bien galéré, mais c'est vrai que ça m'a un peu commencé à me donner le goût de partir au large. Et alors, vous avez tous les deux cette humilité et vous avez eu cette envie de gravir les échelons petit à petit, de ne pas brûler les étapes. Vous aviez très tôt cette passion du large, mais vous êtes allé aussi faire des régates entre deux bouées pour apprendre techniquement. Comment on fait pour passer, comment vous l'avez vécu quand même, de passer d'une discipline où vous gagnez tout, où vous brillez, vous êtes des champions, à ramasser les bouées et repartir de zéro? C'est pas si simple quand même. Ah non, c'est sûr que c'est pas simple. J'en parlais ce matin justement de ma première année à Lorient où on met ce bateau à l'eau, ce mini, où j'étais même pas capable de sortir du port tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moteur sur les bateaux, il fallait sortir. Voilà. Enfin bref, ça a été hyper dur, mais hyper formateur aussi. Et je pense qu'au final, moi, ça m'a aidé vachement dans ma carrière de skieur, bizarrement en fait au départ, de recommencer à zéro, de se reposer les bonnes questions, Remettre en question finalement, de se remettre en question complètement. Et au final, c'est à partir du moment où j'ai commencé le bateau que j'ai été le plus fort skieur. Donc voilà, après comme il disait, moi c'est pareil, j'ai pris un mini, je suis parti faire du bateau, je ne connaissais ni bâbord ni tribord, c'était un peu dramatique et j'ai galéré de dingue pendant 2 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait tenir d'une certaine manière, mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir tenu quoi.
Il y a cette persévérance, Jean, aussi, qu'on a finalement dans l'olympisme. On sait qu'il faut travailler, répéter pour arriver à un certain niveau. Et c'est aussi ce qui vous a permis de tenir et de vous dire que voilà, le travail allait payer, l'effort allait payer avec le temps. Alors oui, moi, c'est un peu quand j'ai fini ma carrière d'athlète, j'ai fait la dernière année, je faisais les deux, un peu comme Aurélien, et j'avais déjà commencé à naviguer sur les classes America, et en même temps, donc je faisais 8 heures sur l'eau, et après le soir, j'allais au stade faire les séances d'entraînement, et après, je faisais 15 jours à Paris, je faisais que de la technique saut à la perche, et j'ai fait les deux, et en effet, je passais d'un monde où j'étais un peu référent au niveau mondial, et 15 jours après, j'essuyais les fonds de coque du bateau à quatre pattes, et je me faisais engueuler par un équipage anglo-saxon qui ne comprenait pas ce que je foutais là. Donc du coup, oui, ça apprend beaucoup sur soi et puis ça fait du bien à son ego beaucoup aussi. Donc derrière, je vais persévérer parce que j'aimais les bateaux, la voile, la mer et c'est surtout ça je me disais, c'est pas possible, je peux pas ne pas approfondir et aller jusqu'à un point qui me permet de me sentir bien, plus à l'aise. Ouais. Alors Amélie, vous avez un parcours très différent, mais je le disais en introduction, vous avez abandonné, en tout cas mis entre parenthèses, une carrière toute tracée de juriste pour répondre à cet appel du large, cette passion qui a été insufflée par vos deux parents, votre maman et votre papa, qui ont navigué beaucoup eux aussi. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté? Comment s'est faite cette prise de décision? Il n'y a pas tellement eu de prise de décision franche et courageuse. Vous avez beaucoup hésité? J'ai tellement hésité qu'à la fin de mes études de droit, je me suis dit je vais faire 2 ans de mini-transat, comme mes potes qui font ça, puis qui retournent bosser. Puis moi, je retournerai faire ma thèse en relations collectives droit du travail. Et comme ça, j'aurais trouvé le juste milieu. Et en fait, je me suis tellement éclatée sur la 2e étape de la mini-transat, ce qui est un peu étonnant, parce que j'ai quand même bien galéré en faisant une escale technique, etc. Au final, c'était pas brillant, et pourtant, j'ai passé un super moment. Je me suis tellement éclatée. À l'arrivée, il y a des sponsors qui m'ont proposé naturellement de lancer un projet professionnel. Puis là, je me voyais tout simplement pas rentrer, donc je n'ai pas tellement choisi, j'ai juste accepté des belles propositions. Finalement, ouais, quelque part, il fallait y aller. Voilà. C'était un signe en fait, il fallait y aller. Oui, en tout cas, c'est un joli message parce que la course au large, c'était quelque chose qui me titillait. J'ai sûrement jamais osé me projeter dans un avenir professionnel là-dedans. Et au final, en me donnant les moyens et en essayant de créer des opportunités et en allant chercher le truc tout naturellement, en galérant au début comme les gars et en essayant, on trouve ses marques, on fait son chemin et on continue. On le disait tout à l'heure, vous avez navigué avec Marie Rioux, qui a cette expérience aussi de l'olympisme. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, ce souci du détail, cette rigueur justement qu'ont ces athlètes-là? Alors étonnamment, Marie Rioux, je dirais pas qu'elle apporte la rigueur. Elle a un petit côté déjanté, ça c'est sûr. Mais après sur l'eau, c'est une régatière hors pair. Oui, voilà. Après, elle n'est pas forcément rigoureuse, mais elle est jusque-boutiste et elle est hyper active. C'est-à-dire qu'elle va jamais laisser 10 secondes passer inutilement. Donc elle a ce petit désordre, mais dont j'avais besoin, parce qu'en fait, c'est une femme qui a beaucoup de sensations, notamment dans la glisse et les réglages. Elle va pas pouvoir t'expliquer exactement pourquoi elle fait les choses, mais elle les fait brillamment, ça fonctionne très bien. Et moi, de naviguer de manière aussi décomplexée, ça m'a beaucoup apporté sur la Jacques Vabre, où on découvrait complètement le bateau et où de toute façon, les tableurs Excel qui nous disent fais ci, fais ça dans telles conditions, on les avait pas. Et donc voilà, Marie, elle est arrivée avec toutes ses sensations et son expérience et elle m'a beaucoup aidée à trouver la vitesse du bateau et à comprendre l'intensité de rythme qu'on peut mettre dans ce genre de régate. Jean-Aurélien, comment vous avez été accueilli, vous, dans cet univers de la course au large? Est-ce que vous avez été épaulé par certains marins qui vous ont pris sous leur aile? Est-ce que certains vous ont beaucoup appris? Alors oui, c'est un milieu, je crois au premier abord, ils se demandent un peu ce qu'on vient faire là, mais vite, après, quand on fait connaissance et qu'ils voient qu'il y a quand même une volonté sincère et pas de communication, ça va assez vite. C'est un milieu, je dirais, où il y a des gens assez intelligents et assez curieux. Donc moi, j'ai été beaucoup aidé. En plus, le fait que j'étais à Port-la-Forêt, mais pas dans le pôle à Port-la-Forêt, mais c'est là où je vais poser un peu mes bagages. Donc j'ai pas mal navigué avec des grands marins et j'ai eu cette grande chance, en effet. Donc moi, ce qui m'a déclenché beaucoup de choses aussi, c'est naviguer avec Tanguy Delamotte, qui n'était pas Port-la-Forêt, mais qui m'a proposé de faire ma première transat. Alors j'avais vraiment pas du tout d'expérience et ça a déclenché plein de choses. Moi, la même chose. Moi, j'ai été accueilli de manière hallucinante dans ce milieu. J'ai été aidé par énormément de monde, par les plus grands marins. Je rebondis sur Tanguy Delamotte. Moi, Tanguy Delamotte, il m'a prêté son 40 pieds en 2012 pour que j'aille faire Québec-Saint-Malo. Mais je pense qu'il ne savait pas du tout à qui il prêtait son bateau, quoi. Sans déconner. Quand il repense aujourd'hui, le mec m'a dit « Oui, mais vas-y, le bateau est à Halifax, récupère-le. »
Ok, et là tu te retrouves à faire Halifax, Québec, n'importe quoi. Bref. Une super expérience en tout cas. Une expérience extraordinaire. Et puis non, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables, de faire le Fastnet avec François Gabard et Michel Desjoyaux, de faire la Jacques Vabre avec Yannick Bestaven. Enfin, vraiment, j'ai été accueilli dans ce monde-là comme t'es rarement accueilli nulle part. Donc voilà. On va revenir quand même sur les femmes et la course au large. Un petit clin d'œil quand même parce qu'on le disait, Amélie, vous n'êtes que 7 sur cette édition 2022. Vous étiez réunis hier sur la plage pour une petite photo. On va voir ces images tournées par Tom Gonzalez. Vous êtes peu nombreuses, mais vous êtes très solidaires. Il y a notamment ce Magenta Project qui vise justement à promouvoir plus de femmes dans la course au large. Parlez-nous de ce projet et de l'entraide qu'il y a au sein de la jante féminine. Alors le projet Magenta Project, j'en parlerai pas non plus trop en détail parce qu'il se trouve que je suis pas tellement impliquée dans la dynamique, mis à part que j'essaye de faire le lien quand je vois des petits messages passer. Et c'est un projet de mentoring qui permet à des jeunes navigatrices de trouver des petites portes d'accès à la course au large et à de belles opportunités grâce à de plus grandes navigatrices, surtout Justine Métro et très engagée, et Sam qui est Davis très aussi, engagée, et Sam Davis. Ouais, les deux créent énormément d'opportunités pour des jeunes femmes. Ce qui est sûr, c'est que il y a une belle entraide parce qu'on n'est pas nombreuses, donc on est toujours contente de pouvoir filer des coups de main, embarquer des navigatrices qui cherchent à se faire des expériences. Nous, c'est aussi un projet qu'on soutient à bloc avec le programme du temps pour soi de la boulangère bio. On a ce petit accord de principe où on essaye de faire de l'équipage 100% féminin. Et c'est important de dire que depuis la création du projet, on n'a jamais fait une seule concession de performance dans le choix de nos équipières. Comme quoi, c'est tout à fait possible. Et certaines équipières qui passent sur mon bateau sont ensuite rappelées par des concurrents. Donc j'aime bien ce genre de dynamique, en aidant nos comparses à trouver des opportunités, on leur en crée des nouvelles et c'est très bien. Comme ça, la prochaine Route du Rhum, il y aura une plus grande proportion de femmes au départ. Oui, elles ne sont pas très nombreuses à être passées par la Route du Rhum, mais à chaque fois, en tout cas, elles en ont marqué l'histoire, comme le soulignent Francis Joyon et Arthur Levaillant au micro de François Schlottrer. Pour le peu de participation de femmes qu'il y a eu quand même 2 énormes victoires. Il y a eu la victoire d'Hélène en temps réel avec un monocoque qui avait des vitesses théoriques 2 fois plus faibles que nos trimarans 60 pieds et qui arrivait en temps réel devant tout le monde, quoi. Chose complètement fascinante et je la salue une fois de plus pour cet exploit incroyable. Il y a eu l'exploit de Florence qui a gagné aussi en temps réel avec un trimaran. Alors Florence, elle avait le goût du risque, donc peut-être qu'elle était un petit peu atypique de ce côté-là. Et c'est vrai qu'elle avait fait une course extraordinaire. On aurait besoin, et moi je suis pour que dans les courses en double, que dans les courses en équipage, on ait beaucoup plus de femmes et que ça soit même imposé. Je suis quelqu'un comme je te disais, très libre sur plein de sujets, mais la liberté n'existe que s'il y a des contraintes. Et aujourd'hui, on en a plein qui sont autour de nous et acceptons-les, vivons avec et mettons tout en place pour faire que notre sport soit le plus rayonnant possible, et notamment sur le fait d'avoir beaucoup plus de femmes dans notre sport. Je l'appelle de tous mes vœux en tout cas. Voilà, imposer des quotas, c'est ce qu'a fait The Ocean Race. Et même si ça faisait très polémique au départ, aujourd'hui, beaucoup de marins s'accordent à dire que c'est une bonne chose et que ça permet justement aux femmes d'être plus nombreuses et de progresser dans l'univers de la course au large. La Transat Paprec qui aura lieu en Figaro l'an prochain et qui se fera en duo 100% mixte s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique. Aurélien, on parlait du lien entre l'univers de la mer et de la montagne, des belles amitiés qui ont été créées. Vous parliez tout à l'heure de François Gabard qui vous a aidé. Il a un petit message pour vous avant le départ de cette Route du Rhum destination Guadeloupe. Eh bien écoute Aurélien, éclate-toi, profite bien, savoure cette Route du Rhum et arrive à bien glisser sur l'eau et sur l'océan Atlantique comme tu sais bien faire sur des planches de ski. Tu m'as toujours impressionné pour ça et donc va chercher au fond de toi la glisse pour t'éclater jusqu'en Guadeloupe et puis on boit un petit punch à l'arrivée dans quelques jours. Sans trop abuser du petit punch quand même. Le plaisir François. de la glisse, c'est ce qu'on retrouve aussi évidemment, le lien entre la mer, le ski et la montagne. Nous serons dans une semaine à la veille du départ, je ne vous mets pas la pression, mais on sera quand même dans une semaine à la veille du départ de cette Route du Rhum destination Guadeloupe. Comment vous vivez la veille d'un départ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre serein? Est-ce que c'est une nuit blanche quasiment chacun? Comment vous appréhendez cette dernière nuit avant de partir?
Alors moi, souvent, je dors très bien. Là, je suis pas certain. Mais d'habitude, par rapport à mes expériences passées, je dors plutôt bien. J'arrive à mettre ça entre guillemets de côté. Maintenant, là, on verra bien, hein. Je pense que la météo va jouer un gros rôle sur notre dernière nuit à terre. Voilà. Mais non, j'essaye en tout cas d'être le plus serein possible parce que je sais pas, j'essaye quoi. Jean, on parle de la Comment dire météo, forcément, ça ravive. On imagine que vous espérez une météo clémente pour cette édition. Je pense que tout le monde, hein, évidemment. L'épisode de 2018 était un peu traumatisant et compliqué à gérer, mais néanmoins, oui, il faut malgré tout faire avec. C'est aussi l'enjeu de participer à une course comme la Route du Rhum et partir à l'automne. On sait qu'il y aura des dépressions et puis il y aura du mauvais temps. Non, je pense qu'il faut. Moi, du coup, je sais que avant les grandes échéances, que ce soit dans mon ancienne vie ou maintenant, je dors pas bien, mais j'aime bien ça, quoi. Ça veut dire que je serai présent à 100% et à 100% de mes capacités et concentré. Mais juste, il ne faut pas s'inquiéter de ça, quoi, en fait. C'est pas grave de pas trop bien dormir la veille. Ouais. Amélie, petite appréhension. Vous aviez dormi comme un bébé avant la Jacques Vabre. Vous étiez à 2, c'était pas la même chose, mais comment vous le vivez, vous, les départs de course? C'est pareil, hein, je dors assez bien la dernière nuit. J'ai plutôt un état d'esprit où j'essaye de me raisonner en me disant que c'est évident, il y a pas mal de sujets où je suis pas au degré de préparation que j'aurais souhaité. Néanmoins, il faut quand même vivre dans le présent pour parfait. Donc voilà, actuellement, on sera prêt comme on le sera au départ. Moi, je suis sereine sur le bateau, donc je vais bien dormir et essayer de profiter du spectacle du départ. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans ce grand live de la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Je vous rappelle, pour nous suivre, vous le savez, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous sommes partout, Insta, Facebook, Twitter, TikTok et bien sûr le site officiel de la course avec toutes les infos grâce au précieux travail de nos rédacteurs. Demain, je vous retrouve en compagnie de 3 redoutables compétiteurs, grands favoris dans leur catégorie, Charlie Dalin, Marc Guillemot et Erwan Leroux. Très belle journée à tous et à demain. Bye bye.